Bonjour à tous et à toutes. On va commencer. Donc, merci de votre présence pour cette journée de la francophonie scientifique. J'ai le plaisir de présenter Mario García Lechuga. Donc, Mario est chercheur à l'Instituto de Óptica du CSIC à Madrid, spécialisé dans le procédé laser pour des applications en photonique. Physicien de formation, il a étudié à l'Université de Valladolid, à l'Université Lyon 1 et a obtenu son doctorat à l'Universidad Autónoma de Madrid en 2017. Il a travaillé au Centro de Láseres Pulsados à Salamanca et au LP3 CNRS, laser plasma et procédés photoniques à Marseille. Il a également travaillé en tant que professeur à l'Universidad Autónoma de Madrid et actif dans la vulgarisation scientifique. Il a coécrit un livre d'expériences optiques réalisables à la maison et a présidé la section jeune de Sedoptica, qui est la société d'optique espagnole. Donc, merci Mario d'avoir accepté notre invitation. Et je te donne la parole maintenant pour que tu puisses nous parler de la science de moments fugaces. Merci beaucoup. Merci Irénée. Je suis espagnol. Je parle français, mais ce n'est pas ma langue maternelle, donc vous allez m'excuser si je mélange un peu l'espagnol, le français, l'anglais, parce que dans le domaine scientifique, vous savez que c'est l'anglais la langue principale. Donc il y a quelques mots. Vous m'entendez bien? Ouais. Oui, c'est mieux. C'est mieux, non? Okay. Merci. Donc la langue internationale en sciences, c'est plutôt l'anglais. Mais bon, comme je fais une partie de ma carrière en France, j'arrive à parler français. Bon, bref, donc le titre déjà, c'est Attraper l'instant, la science des moments fugaces. Hier, en discutant avec un collègue français, il m'a dit c'est mieux de dire capturer l'instant. Donc, déjà, bref. Donc, bon, oui, il a déjà commenté ça. Je voulais juste vous dire le titre de ma thèse, qui s'est connecté avec les titres de la conférence. Non, je développais des techniques d'image résolues en temps pour les applications des procédés laser dans les matériaux. En particulier, j'utilisais des lasers ultra courts, des lasers de femtosecondes. OK? Femtosecondes, c'est quelque chose sur laquelle je veux parler après. Et juste vous dire non, que j'étais à Marseille, le laboratoire LP3. Je ne sais pas si vous voyez là, ça c'est un terrain de pétanque. Donc, très particulier de Marseille. Et très particulier aussi de Marseille, c'est le parc national des Calanques, juste à côté de notre laboratoire. Donc, c'était un bon cadre pour faire la recherche et passer de bons moments. Et bref, après, je suis retourné en Espagne comme professeur adjoint docteur ici au département de physique appliquée dans la faculté des sciences. Et maintenant, je suis chercheur dans les groupes de procédés laser à l'Instituto de Óptica. L'Instituto de Óptica du CSIC, il est situé dans le campus central du CSIC, dans la calle Serrano, ici pas très loin, Nuevos Ministerios, 5 minutes à pied. Il a été fondé, ça fait plus ou moins 75 ans, et on est environ 90 personnes. On travaille sur des différents aspects de l'optique, pas que l'optique visuelle, on travaille aussi sur le traitement d'image, la métrologie optique, les communications optiques, même l'énergie solaire et les procédés laser. Et c'est dans ces groupes-là où je travaille, où on a un laboratoire pour faire des nanostructures et un laboratoire avec des impulsions laser ultra courtes. Donc, bref, est-ce que je peux voir l'écran complet? Ici, est-ce qu'on peut faire comme ça, peut-être? Non? Voilà. Donc, et voilà. Et maintenant, ah, là, je clique là. Parfait. Bon, c'est bon. ¿Desaparece eso en algún momento o es que si clico? ¿Ves que se desaparezca esto, que no tape la presentación, ¿sabes?
Él ha abierto una zona. Voilà, parfait. Donc, attraper l'instant, une petite réflexion avant de commencer. C'est une obsession collective, non? Quand on visite un endroit emblématique, par exemple le musée du Louvre, la Gioconde, non? Vous pouvez voir, il y a plein de monde avec la caméra. Tu n'arrives pas à garder un souvenir dans ta tête parce que c'est stressant et il y a plein de gens avec les portables et tout ça. Et même ici, non, vous pouvez voir, tout le monde est avec les portables. Au lieu de regarder qu'est-ce qui se passe, ils sont en train de filmer. Sauf un petit détail, la femme. Elle juste regarde, elle garde dans sa mémoire, non? Au lieu de garder dans les téléphones portables. Donc, attraper l'instant, l'origine, bien sûr, c'est dans la peinture. Et la peinture, finalement, elle tire de la mémoire et dépend de la technique et l'interprétation de l'artiste. Donc, chaque œuvre est une vision subjective du réel. Et parfois, il a une intention historique, non? Par exemple, dans la peinture de Velázquez, la rendition de Breda, il a une intention historique de montrer comment les Espagnols ils ont gagné la bataille. Et comment est-ce qu'on fait pour capturer les moments d'un point de vue biologique? Donc, on a un système d'imagerie, l'œil, et on a un système pour garder l'information sur le cerveau. Moi, je suis plutôt du côté optique. Donc, comment on voit? Donc, il y a un objet, il y a un cristallin. Le cristallin, c'est la lentille qu'on utilise pour mettre au foyer les images. Et finalement, il y a les senseurs où on va capter les images, c'est la rétine. Après, cette information-là va être transférée vers le cerveau. Et comment on le fait artificiellement? Donc, de la même façon, on utilise une lentille. Ça, c'est les composants de la caméra d'un portable. Donc, très, très petit. Donc, on a la lentille et on a beaucoup d'éléments, mais surtout lentille et un capteur. Un capteur électronique qui va finalement transférer, non, par ces câbles-là, il va transférer, non, ça c'est le senseur et ça c'est qui va transférer l'information vers une mémoire. Et les systèmes d'imagerie les plus simples du monde, c'est en latin c'est camera oscura et en français c'est chambre noire. Donc c'est juste avoir un petit trou à l'extérieur et donc l'image va se former dans un mur ou dans une projection. Et ça, l'exemple ici, ça a été utilisé pour visualiser un éclipse. Donc, au lieu de le regarder directement, que tu vas te cramer les yeux, tu le fais non, avec une projection. Et c'est avec ce type de système que la photographie a commencé. Ici, il y a 3 noms avec des contributions importantes dans le début de la photographie. Donc, Nicéphore Niepce, il a fait la première photo de l'histoire en 1824. Donc, ça fait presque 200 ans. Et il a utilisé une caméra en chambre noire. Et au lieu de mettre quelque chose juste pour faire la projection, il a mis là un matériel photosensible où il a pu enregistrer l'image. Et il a enregistré cette image-là. C'est pas très cool, franchement. Il a pris plusieurs heures pour l'enregistrer. Presque 10 heures. Et qu'est-ce qu'il a pris comme image? Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose ou pas. Ça, c'est un toit, un bâtiment, un autre bâtiment. OK, c'est ça. La reconstruction, c'est plutôt ça. Donc, c'était la fenêtre de sa maison. Et vous pouvez voir déjà en détail les temps de pause très longues. En général, quand vous faites une photo, comme ici, la reconstruction, il y a seulement une partie qui est éclairée. Parce que le soleil est vers là.
donc il éclaire ces parties-là. Par exemple, le matin. Les soirs, il va bouger le soleil et il va éclairer cette partie-là. Par contre, ici, vous voyez, il est éclairé ici, il est éclairé ici, il est éclairé ici. Parce qu'il a pris la photo pendant toute la journée. Après, il y a eu Louis Daguerre, qui c'était un collaborateur de Niepce, et il a développé un procédé qui s'appelle le daguerreotype. C'est cool, avoir ton nom, directement ton nom sur un développement. Et il a utilisé une plaque d'argent. Et l'histoire plutôt, c'est qu'il a utilisé la plaque d'argent et il l'a activée chimiquement avec un procédé chimique. Il l'a utilisé pour enregistrer des images. OK? Et ça va produire une image unique. Donc, ça va être une plaque d'argent où ça va être enregistré l'image. Il a eu un énorme succès. L'État français il a payé une rente à vie et la technique il a devenu d'usage public. Donc, ça a eu un immense succès vers les années 1850. Et vous pouvez voir des photos de personnes célèbres comme ça, c'est un daguerreotype de Louis Daguerre et aussi des daguerreotypes d'Edgar Allan Poe ou Abraham Lincoln et sa femme. Et les temps de pause, dans ce cas-là, les temps d'exposition, on dit en général, c'est des minutes. Donc, il fallait rester tranquille pendant quelques minutes pour bien enregistrer l'image. OK? Donc, on a passé de heures à minutes. En parallèle, il y a eu William Fox Talbot qui a développé plutôt les systèmes analogiques qu'on a gardés. Maintenant, on utilise des caméras numériques et tout ça, mais avant, on utilisait des négatifs. Peut-être ça vous dit quelque chose. Donc, il utilisait des papiers ou des films. Donc, il a travaillé en parallèle. Il n'a pas eu trop de succès, par contre. Mais bon, il a utilisé des négatifs. L'avantage d'un négatif, c'est que tu peux après produire multiples images. Tu peux reproduire cette image à l'infini. Donc, tu n'as pas que la plaque d'argent, par exemple. Donc, dans les années suivantes, donc les films ils sont devenus plus sensibles. Et si on a des films plus sensibles, on a des temps de pause plus courtes. Et on arrive déjà à faire des photos des événements de moins d'1 seconde. Par contre, il faut déjà un système plus avancé pour arriver à faire des photos de moins d'1 seconde. On ne peut pas mettre la main, rester 1 minute et enlever la main, un truc comme ça. Donc, il faut un obturateur, non? Quelque chose qui ouvre, qui ferme et qui laisse passer la lumière. OK? Et je trouvais ça sympa, non? Le premier obturateur, c'était dans la façon des guillotines. Donc, très français aussi. Donc, c'est juste laisser tomber ça. C'est un truc métallique, on le laisse tomber. Et donc, il va passer par là, donc il va laisser passer la lumière. OK? Bien sûr, il y a différents types d'objectifs. Ici, je vous montre juste un cas où il y a l'obturateur, il y a différents types d'obturateurs où au moment où on ouvre, on déclenche les flashs, par exemple. OK, donc déjà, on a un système pour arriver à avoir des choses qui se passent très rapidement. Donc, moins d'1 seconde. Si vous voyez les paramètres de votre caméra dans le téléphone, vous allez trouver des numéros comme ça. Parfois. Non, il a différents paramètres, on va regarder après ça. Et ça veut dire, ça, c'est un temps de pause de 1 sur 250 secondes. Donc, moins d'1 seconde, non? Et si on a quelqu'un qui est en train de courir, si le temps de pause n'est pas très petit, comme dans ce cas-là, on va avoir l'image qui n'est pas nette. OK? Ça, c'est l'idée. Temps de pause courte, on arrive à voir des choses qui bougent rapidement. Ici, 2 exemples. Déjà, l'image que j'avais dans la toute première transparence et une autre image. Et on va voir les différences entre les deux. Donc ici, c'est une image longue des événements rapides. Donc ici, vous voyez, ça, c'est le temps de pause. C'est 15 secondes. Donc, il a laissé l'obturateur ouvert pendant 15 secondes. Et vous savez qu'ici, il y a des voitures, mais vous n'arrivez pas à voir les voitures.
vous arrivez à voir que la lumière, non, des voitures. Donc, c'est parce que les voitures, ils sont beaucoup plus rapides que les temps qu'on est en train de regarder. Non? Donc, c'est pour ça que je dis image longue des événements rapides. Et dans ce cas-là, on voit un colibri. Donc, on sait que c'est quelque chose de très rapide. Non? Il bouge les ailes 50 fois par seconde. Et vous voyez ici le temps de pause, c'est 1 sur 250. Si on fait les calculs, ça c'est 0,004 secondes. En scientifique, on dit 4 millisecondes. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous arrivez à voir que les ailes, ils ne sont pas super nets. Et c'est à cause que ces temps-là, c'est insuffisant pour figer les mouvements. On aura besoin d'un temps de pause plus court pour arriver à voir, non, les colibris gelés. Non? Donc, déjà, on est sur des échelles de temps qui sont invisibles à l'œil. Et ici, il y a une petite histoire très intéressante. Donc, avant 1850, cette année-là, tous les dessins des chevaux en galop, c'était comme ça. Non? Avec les 4 jambes allongées. La question, c'était, est-ce que c'est vrai ça ou c'est faux? Donc, ils l'ont appelé la controverse des Galloping Horse. Et ça a été financé par Monsieur Stanford, et c'est le fondateur de l'université de Stanford en Californie. Et ça a été résolu par les photographes Edward Woodwright. OK? Et ils ont vu la dynamique d'un cheval au galop. OK? Et vous voyez, c'était pas comme ça avec les 4 jambes allongées. Plutôt, quand il est au galop, les 4 jambes, ils sont comme ça. Et comment est-ce qu'il a fait ça? Maintenant, on a des caméras, on fait des vidéos, et c'est facile, mais à l'époque, il a utilisé 24 caméras, un après l'autre, et chaque caméra, il avait un temps d'exposition de 2 millisecondes. OK, donc c'est résolution temporelle de millisecondes. Et vous voyez ici, au sol, il y avait des fils qui servaient à déclencher chaque caméra. Donc, au moment où le cheval il passait, il déclenchait la caméra et il arrivait à faire différentes photos que si on les met tous ensemble, on fait en vidéo. OK, vous voyez la dynamique du cheval à galop. OK, donc c'était quoi la formule du succès? C'est une grande résolution temporelle, oui, mais aussi avec une synchronisation extraordinaire avec l'événement, non? Les fils qui déclenchent la caméra. Et ça, on va les garder en tête parce que c'est comme ça qu'on fait dans les domaines scientifiques. Et voilà un exemple plus moderne. Oh, ça marche? Ça va marcher? Ouais, incroyable. Donc, la photo finie de Tour de France. Voilà, ça marche. Donc, félicitations, Christine. Bon. Donc, vous avez vu, non? Quand on les voit directement, c'est difficile de savoir qui a gagné. Mais avec la photo finie, on arrive à les voir. Et ça, on l'utilise dans les Tours de France, on l'utilise dans les géos. Par exemple, dans les géos de Paris, la course de 100 mètres masculin, ils sont arrivés toutes les deux au même temps officiel. Mais quand on voit avec la photo finie, on voit qu'il y avait quelques millisecondes de différence. Est-ce que maintenant, on clique ici? Voilà. Donc, c'est quoi la technologie de la photo finie? Bon, ça, je l'ai obtenu par Tissot. Tissot, c'est un boîte d'horlogerie suisse, je pense. Bon, en tout cas, il y a une caméra là, rapide, à la ligne d'arrivée, et il prend 10 000 photos par seconde, c'est-à-dire 10 photos chaque milliseconde, c'est-à-dire 0,001 seconde. Finalement, langage scientifique, 5 microsecondes.
Donc, on a une résolution de 100 microsecondes qui nous permet de faire beaucoup de photos et qui après, ils s'utilisent pour faire une reconstruction de la ligne d'arrivée. OK? Ils tirent une ligne, ils tirent des lignes pour les différents coureurs et en cherchant les temps où ils ont pris la photo, ils savent la distance ou les temps de séparation entre l'un et l'autre. OK? Donc, dans ce cas-là, c'est une résolution temporelle de moins d'1 milliseconde. Bon, on va commencer à bouger déjà vers les domaines plus scientifiques. Et je fais sortir cette image, cette infographie des les sites web des prix Nobel, c'est en anglais, mais vous comprenez, c'est sûr. Donc, je viens de vous dire que les obturateurs, shatter en anglais, c'est vers les millisecondes. Mais après, c'est vrai que l'électronique, par exemple les senseurs, ça peut être plus rapide. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résolutions plus courtes avec une caméra ou avec une caméra de vidéo. Donc déjà, on va se souvenir un peu des échelles de temps. Secondes, millisecondes à la puissance moins 3, microsecondes puissance moins 6, nanosecondes puissance moins 9, picosecondes puissance moins 12, femtosecondes puissance moins 15 secondes et puissance moins 18, c'est les attosecondes. OK? Et donc, par exemple, non, il y a les vibrations moléculaires qui sont dans l'échelle des picosecondes, la photosynthèse dans l'échelle de quelques femtosecondes. Et après, l'échelle finale qu'on va discuter, c'est les attosecondes. Bon, bref. Donc, on va commencer. J'ai mentionné les flashs, mais je n'avais rien dit. Je vous montre ici quelques exemples de photos scientifiques faites par Harold Egerton au MIT in Boston, dans les États-Unis. Donc, vous voyez, non, il s'amusait à tirer des balles aux fruits, des cartes, des trucs comme ça. Non, il arrivait à avoir des dynamiques très rapides. Non, une balle, il voyage très, très rapidement. Il a eu besoin de résolution temporelle de microsecondes. Donc, les flashs, c'était un flash. Donc, vous pouvez imaginer, c'était une chambre complètement noire. Et il déclenchait le phénomène et il faisait juste un flash très, très intense, mais très courte, pour former l'image. Donc, c'est pour ça, c'est comme si tu fermes les yeux et tu l'ouvres juste un moment. OK? Donc, encore une fois, la formule du succès, c'est une grande résolution temporelle, mais aussi une synchronisation extraordinaire pour voir ça, parce que sinon, la balle, il pouvait être déjà dans les murs. Donc ça, l'idée de base, c'est utiliser de la lumière pulsée. On dit en général stroboscopique, non? Comme la lumière dans les boîtes de nuit. Non? Parfois, c'est comme ça, et tu restes un peu comme gelé. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la lumière pulsée pour figer les moments. Donc ici, vous voyez, ça, c'est un ventilateur d'un ordinateur. Et il bouge très rapidement, mais on ne voit rien. Et on l'éclaire avec de la lumière pulsée et on voit qu'il s'arrête. Mais il ne s'arrête pas. Ce qu'on fait, c'est juste, on est en train d'illuminer à la même vitesse que ça tourne. OK? Donc, c'est ça qu'on fait en science. Éclairer quand on veut. Et pour faire ça en science, on utilise un élément qui s'appelle le laser. Les lasers, ils peuvent être continus. Non, les lasers qu'on achète, les pointeurs, tout ça, c'est continu, mais on a aussi des lasers pulsés. En tout cas, les lasers continus, ou un laser en général, il a 3 éléments clés. Il y a ce qu'on appelle les milliers amplificateurs, là où on va générer les photons, l'énergie. Après, il y a ça, c'est une espèce de lampe, que c'est les pompages optiques. On va exciter notre millier amplificateur avec ça. Et il y a un troisième élément super important, que c'est la cavité des miroirs. On va enfermer là les photons qui vont voyager d'un côté à l'autre. Et finalement, il va y avoir une partie de la lumière, parce que ce miroir, il n'est pas parfait, qui vont sortir de la cavité. OK? Donc, 3 éléments dans un laser simple. Si on veut générer des impulsions, non, pas continues, on peut utiliser des trucs simples
on peut avoir une plaque qui tourne avec des trous. Donc, on va générer, non? La lumière, il passe pas, il passe, il passe pas, il passe, il passe pas, il passe. Donc, on génère. Et comme ça, on peut arriver à avoir des impulsions jusqu'à la milliseconde. Mais on a des autres stratégies, comme les appareils acousto-optiques et électro-optiques, et qui vont nous permettre d'arriver jusqu'à l'échelle des nanosecondes. Et encore une technologie plus avancée ou différente, pour moi, c'est la technique d'ancrage de mode. Bon, des termes un peu hors du commun, mais vous allez voir, ce n'est pas super compliqué. Au moins l'idée. Donc, on a nos lasers continus, on a nos miroirs, on a nos milieux amplificateurs, on a notre pompage. Et pour générer une impulsion laser des nanosecondes, on va produire un matériel, un appareil acousto-électro-optique qu'on va déclencher quand on veut. Et on va les déclencher, par exemple, quand l'intensité, c'est au maximum. Non? Quand la lumière il voyage à l'intérieur de la cavité, on va dire, OK, c'est le moment où on fait sortir la lumière. Et comme ça, il y avait des choses de polarisation, tout ça, mais on reste là. Finalement, le résultat, c'est qu'on arrive à voir des trains d'impulsion et chaque impulsion, il peut avoir des durées de nanosecondes. OK? Donc déjà, on a un outil en flash qui est très courte, de nanosecondes. OK? Bon, en tout cas, je vous parle un peu des applications. Et ça, c'est une application du laboratoire où je travaille. C'est grâce à Pepe Gonzalo qui m'a passé cette transparence. C'est pour ça que c'est en espagnol. Donc, on a un laser de nanosecondes. On va tirer sur un blanc et on va générer autant d'énergie que le matériel il va être éjecté. Et vous voyez là ça, on l'appelle les plasmas. Et étant donné la forme, on l'appelle la plume d'ablation ou les panaches d'ablation. Et cette plume, avec du matériel excité, ça va être déposé dans un substrat et on peut faire des couches minces. On a des couches minces, par exemple, dans les lentilles, non, les couches minces anti-reflets. C'est pour ça, non? C'est pour éviter les réflexions dans les visibles, on fait des couches minces dans les cristaux. Bon, bref. Et ici, vous voyez une image réelle. Et vous voyez que les plasmas, il émet de la lumière. OK? Et ça, on l'utilise en science. Ça, on l'utilise en science pour faire l'analyse des matériaux. Parce que le plasma, il est unique par rapport au matériel qu'on analyse. OK? Donc, on tire sur un blanc, on voit de la lumière blanche, mais dans cette lumière blanche, il y a beaucoup de lumière. Il y a des raies spectroscopiques, OK? Des raies d'émission de chaque atome. OK? Et c'est grâce à ça, si on fait l'analyse de l'espectre, on voit des pics. Et chaque pic, il est corrélé avec un élément de la table périodique. OK? Et bon, il a beaucoup plus de détails scientifiques, non? Indépendant, les moments où on regarde les plasmas, on va avoir accès aux raies moléculaires, aux raies atomiques, aux raies ioniques. Ça dépend de ce qu'on s'intéresse. On va regarder une échelle de temps ou l'autre. Bon. Et ici, vous voyez la seule formule que j'ai dans toute la conférence. Et ce n'est pas une formule évidente. Mais ça, on l'appelle la transformée de Fourier, ou la limite de la transformée de Fourier, ou le principe d'incertitude de Heisenberg. Donc, des noms costauds. Bon, en bref, la relation, il y a une relation entre les fréquences, donc la couleur de nos lasers, et sa durée de l'impulsion. OK? Donc, plus une impulsion est petite, plus large doit être l'espectre du laser. Un exemple très important dans notre communauté. Il y a un matériel, il y a un cristal qui s'appelle saphir, qui est dopé avec des ions de titanium, donc on l'appelle titanium saphire ou titan saphir, ou titanium saphir. Et il a une émission, donc une fluorescence, on peut dire, une très large spectre. Donc quand on l'éclaire avec une autre lumière, il émet dans une rouge, mais un rouge large spectre.
C'est large spectre, c'est des 130 nanomètres. OK? Ça, c'est les unités pour les spectres. Et si on fait cette transformée de Fourier, on peut arriver à avoir des durées d'impulsion de 3 photons-secondes. Donc, très, très courtes. OK? Voici une image d'un cristal de titane saphir. Il est là. Vous voyez le rouge, mais vous voyez aussi du vert. Parce qu'on les pompe, les pompages pour ce type de laser, c'est un autre laser, et ce laser, il est vert. Parce que le titane saphir, il absorbe beaucoup dans les verres. C'est pour ça, non? Vous voyez là, non? Ça, c'est les lasers de pompage, très intenses. C'est pour ça qu'on les voit directement. Et là, vous voyez les rouges, que c'est l'émission de fluorescence du cristal. Bon, bref, et avec une technique assez... Bon, je vais le mettre ici. Donc, étant donné qu'on a plusieurs longueurs d'onde, il faut que tous vont en même temps. Et ça, c'est la technique qu'on appelle l'ancrage de mode. Vous voyez là, imaginez, non, ça c'est la cavité. Il y a différentes longueurs d'onde. Ils sont tous dans la cavité. Ils doivent être, on dit, en face pour que la somme, presque tout le temps, c'est zéro. Mais il y a un moment où ils sont en face, que l'intensité, c'est positif et très intense. Ça, c'est une impulsion. Et c'est une impulsion d'une très courte durée. Pour juste ça, ça c'est l'ancrage de mode. Non? Faire toutes les longueurs d'onde qui voyagent en même temps pendant un petit moment. Bref, on retourne sur l'aspect temporel. Donc, en femtoseconde, c'est 10 à la puissance moins 15 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on sait que la lumière, il voyage, dans 100 secondes, il voyage presque 300 000 km. Non? Ça, c'est la vitesse de la lumière. Non? 300 000 km par seconde. Donc, il a besoin seulement de presque 2 secondes pour aller, non? Si on a un pointeur laser vers la Lune et on a un miroir dans la Lune, la lumière, il va arriver dans 100 secondes et elle va retourner dans 100 secondes. Non? Parce que la distance, c'est plus ou moins 300 000 km. Donc, on dit que la lumière est très rapide. Par contre, quand on va vers des échelles de temps très courtes, donc par exemple 100 femtosecondes, la lumière, il voyage que 30 microns. Et 30 microns, c'est la taille d'un cheveu. Je vais bien prononcer parce que c'est un mot terrible pour moi. Cheval, cheveux, bref. Et ce type d'impulsion, ils sont utilisés en science. Et dans le cas particulier de la chimie, ils l'ont donné un prix Nobel à M. Sewail, égyptien d'origine et aussi avec nationalité américaine. Et pourquoi? Pour ces études de cette étape transitoire des réactions chimiques par spectroscopie ultra rapide de l'ordre de femtosecondes. Et comment est-ce qu'il l'a fait? On se souvient un peu pourquoi on a besoin de ça? C'est parce qu'on a besoin d'un flash très rapide. Donc, on utilise un laser femtoseconde et on a deux faisceaux. Un qu'on va appeler la pompe, pump en anglais, et une autre la sonde, probe en anglais. Donc, la pompe, il va déclencher un effet chimique. Et la sonde, il va arriver un peu plus tard pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est un flash très rapide, donc elle va visualiser directement, instantanément, qu'est-ce qui se passe. OK? Donc ça s'appelle stratégie pompe-sonde. Donc je m'arrête un peu et je vous laisse une vidéo très sympa. Et si vous êtes intéressé sur la vulgarisation en physique, un truc comme ça, il y a des très belles vidéos sur ce site web. Tout est quantique. Donc la sonde, ça va. Et en dépendant des moments où il arrive, il va regarder une chose ou une autre. C'est ça que vous allez voir.
Donc, vous voyez, non, en regardant différentes échelles temporelles ou différents délais entre la pompe et la sonde, on arrive à faire des photos. Ça peut être des photos, ça peut être les moments d'absorption, les spectres d'absorption, mais différents moments où la matière, les gaz, les solides, peu importe la réaction chimique, il est dans un état ou dans un autre. Et ça, c'est les stratégies pompe-sonde. OK? Et c'est les stratégies générales pour étudier des phénomènes très rapides. Bon, en particulier, non, les expériences de Messier Sewail, il avait une résolution de dizaines de femtosecondes et il a étudié, par exemple, la transition de l'état covalent à l'état ionique pendant une excitation de ce type de molécules, non, les jodure de sodium. OK? Je ne suis pas chimiste, donc j'évite un peu ça. Donc, il y a eu un développement très important dans la communauté, qui c'est le développement de la femtoseconde très énergétique. Non, ça a été le prix Nobel en 2018, une partie des prix Nobel, parce qu'en général, les prix Nobel, ça a été pour quelques innovations dans la recherche de la physique des lasers. Donc, Messier Askin, c'était pour les pinces optiques, attraper des atomes avec du laser. Et Gérard Murou et Don Steglan, ça a été pour cette stratégie pour produire des impulsions courtes et très intenses. OK? Bon, juste vous dire, la technique s'appelle CPA, Shear Pulse Amplification, qui a permis d'obtenir, non, avant on arrive jusqu'ici en puissance, et grâce à la technique développée par eux, la puissance de laser femtoseconde, ça augmente. OK? À quoi ça sert ça? Ça sert par exemple au procédé laser. Si on utilise un laser nanoseconde, il y a des effets thermiques qui vont finalement un peu détruire les alentours de la modification qu'on veut faire. Par contre, avec les lasers femtosecondes, étant donné que c'est des durées plus courtes, les effets thermiques sont plus faibles, donc on peut dire que la modification est plus nette. OK? Bon. Et c'est pour ça qu'ils s'utilisent dans les opérations de correction des visions. Non, vous savez qu'il y a une opération pour enlever tes lunettes. Non, tu portes des lunettes et tu peux avoir une correction réfractive, on dit, pour éviter de porter des lunettes. Non? Et ça, c'est fait une partie c'est fait avec un laser femtoseconde. OK? Vous allez voir. Cette première partie. Femtolasik is the second generation of laser vision correction. OK, commencez en anglais, j'enlève le son. Donc, il va voir un laser. Donc, il va faire un premier procédé. Ça, je pense que c'est un laser femtoseconde aussi. Mais surtout, les lasers femtosecondes, ça va être utilisé pour couper autour et ouvrir après. OK? Ça, c'est l'étape où les lasers femtosecondes s'appliquent. Et après, ça va être fait, ils vont faire la correction réfractive avec un autre type de laser. Dans ce cas-là, nanosecondes. OK? Mais cette coupure de précision se fait avec un laser femtoseconde. Et c'est là où il y a un grand marché pour ça. Parce que chaque opération, ça coûte... Bref, donc, et bien sûr, il y a des autres applications. Et il y a des applications, étant donné qu'on arrive à générer des impulsions très intenses, parce qu'on a beaucoup d'énergie dans très peu de temps. Donc, ça, c'est la puissance. Puissance, c'est énergie divisée par temps. Donc, si on a beaucoup d'énergie et très peu de temps, on a quelque chose de très intense. Et c'est un laser spécial qu'il y a à Salamanque, dans le centre de laser expulsados, où il arrive à produire des intensités très hautes.
qui peuvent s'utiliser pour la physique des hautes énergies, c'est-à-dire de produire des matières accélérées, comme des protons accélérés ou des électrons. Je ne sais pas si les mots protonthérapie, ça vous dit quelque chose, mais c'est un traitement pour les cancers, par exemple. Parce que les protons accélérés, ils vont pénétrer dans les tissus et on peut les mettre là où il y a les cancers et les brûler, les cancers, non? Donc, ça, c'est la protonthérapie. C'est les protons, donc des particules chargées et très rapides, donc ils pénètrent dans la... Et ça peut être formé avec une source laser à la base. Bon, et finalement, je vais finir avec le mot attoseconde. Ça a été le prix Nobel en 2023 en physique pour Pierre Arostini, Ferenc Krauss et Anne Loulier. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, donc l'attoseconde, c'est 10 à la puissance moins 18 secondes. Notre échelle de temps dans notre vie quotidienne, c'est les secondes, non? C'est notre cœur, il bat 60, non, quand on est tranquille, 60 fois par minute, donc une fois par seconde. Et dans l'échelle supérieure, non, l'âge de l'univers, c'est 10 à la puissance 18 positif secondes. Donc, on couvre la physique, il s'intéresse à tous les domaines temporels, non? Et le prix Nobel, ça a été donné, non, pour cette raison-là, non? Les mouvements des électrons dans les atomes et les molécules sont si rapides qu'ils sont mesurés en attosecondes. Et un attoseconde est à une seconde, ce qu'un seconde est à l'âge de l'univers. Bref, on revient encore une fois sur cette formule-là. Plus large le spectre, plus court ça va être le temps. Et c'est plutôt les stratégies qui sont développées, les chercheurs que je viens de mentionner et des autres, qui sont arrivés à produire des durées d'impulsion très courtes. Et ils sont arrivés à faire ça avec un procédé physique qui s'appelle la génération des harmoniques, okay, dans un gaz. Bon, bref. Il y a ici, il a un effet tunnel, après l'électron s'accélère, l'électron s'excite et il émet de l'énergie. Donc, il émet de l'énergie dans l'ultraviolet, il émet de l'énergie à différentes longueurs d'onde, mais tous dans l'ultraviolet et dans un large spectre. Ça, c'est un large spectre. Okay? Ça, c'est argon, le gaz argon, et ça, c'est le gaz néon. Et vous voyez, le spectre, il est très, très large. Donc, vous pouvez me croire, le spectre, il est très large. Donc, avec ce spectre très large, on peut arriver à avoir des durées d'impulsion très courtes. Et voilà. Ça, c'est une image du système expérimental qu'Anne Loulier il a utilisé pour mesurer la formation des les hautes harmoniques, non? La lumière ultraviolette. Et je voudrais vous montrer ça parce que je ne sais pas si vous savez en tête, c'est comme l'idée d'un laboratoire. Donc, dans un laboratoire de ce type-là, si l'on utilise de la lumière ultraviolette, on sait déjà que notre atmosphère, il absorbe la plupart de la lumière ultraviolette. Donc, on ne peut pas travailler ici avec l'air parce qu'il va s'absorber. Donc, il travaille sur des systèmes à vide. Okay? À l'intérieur des tubes, il n'y a rien. Il y a du vide. Okay? Pour éviter que la lumière s'absorbe. Juste pour vous donner une idée de comment d'un laboratoire. Et finalement, non, comment ils vont utiliser ce type de lumière? De la même façon, pompe, sonde. OK? Ils vont générer les impulsions attosecondes et en même temps, un autre faisceau, les lasers de pompe, ils vont être utilisés pour exciter le matériel. Dans ces cas-là, ils vont exciter les électrons qui vont être imagés avec les faisceaux d'attosecondes. Bref. Donc, ça s'utilise en physique atomique, en physique moléculaire, en physique des solides. Et il y a toujours des méthodes pour générer des impulsions plus courtes et surtout les mesurer, parce que vous pouvez imaginer, mesurer un truc que c'est très court, ce n'est pas facile. Et bon, ça c'est le dernier, c'est un exemple de l'année dernière où ils ont démontré, comme on savait, que l'effet photoélectrique, non, le prix Nobel de Albert Einstein à l'époque, ce n'est pas quelque chose d'instantané. C'est quelque chose de très rapide, mais pas instantané. Non? C'est difficile à penser que quelque chose, ça peut passer directement. Non? Ça doit durer toujours quelque chose, même si c'est quelque chose de très rapide, à tout seconde. Donc bref, la conclusion, c'est que
de la photographie aux 7 secondes, chaque échelle de temps, il va révéler une nouvelle vision du monde. Non? On a fait la première photo, on avait une meilleure qualité avec le GIEC qu'avec la caméra. Mais plus nous maîtrisons les temps, plus nous repoussons la limite de la science et notre connaissance et la perception. Donc, je voulais vous dire, non, que grâce aux avances en instrumentation, ici, non, on avait une chambre noire avec un matériel photosensible, mais pas très bon, jusqu'à maintenant le développement des sources laser, non, qui peut être grande comme cette salle. On a arrivé à capturer l'impossible et explorer des phénomènes qu'on ne pouvait pas voir. Non? C'est dehors notre échelle temporelle. Non? Donc, merci à vous.